Alors, ils sont ici les phénomènes quand on converge les caméras, lorsqu'on déplace nos deux caméras et qu'on les fait tourner vers l'intérieur, ou on peut les faire diverger si on veut. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le keystone, c'est-à-dire que l'image gauche fait une image qui est un petit peu plus, qui est trapézoïde, qui n'est pas vraiment rectangulaire, et l'image droite est trapézoïde dans l'autre direction. Donc, on se retrouve avec des problèmes de parallaxe vertical ici. Et quand j'essaie d'aligner mes lignes, celle du centre, ça ne va pas pire, mais plus on va vers les côtés, plus les choses deviennent disparates. Et ça, le cerveau le sent très bien. Il est extrêmement subtil et extrêmement intelligent. Le problème, c'est qu'il va vous le faire savoir, puis ça, c'est un mal de tête garanti. D'autres phénomènes, mes deux caméras je les pensais bien alignées, mais elles ont juste un petit décentrement optique ou axial. Il y en a une qui est un peu plus en avant que l'autre, donc l'image gauche est tout petit peu plus petite que l'image droite. Tu les mets une par-dessus l'autre, ça ne matche pas parfaitement. Ça entraîne des problèmes, ça aussi. Et j'ai décidé de travailler avec un beau fisheye. Et si mes deux lentilles ne sont pas absolument identiques, surtout dans des grands angles, si je n'ai pas exactement les mêmes distorsions partout sur l'image, l'effet de Barry, s'il n'est pas identique sur les deux lentilles, peut effectivement entraîner donc d'autres problèmes qui sont extrêmement difficiles à corriger. Ce n'est pas impossible. Et c'est une des raisons pour lesquelles M. Cameron a dépensé à peu près 300 000 pour tourner le film, puis un autre 300 000 pour le corriger ce genre de problèmes-là qui sont survenus à différents moments, à différentes étapes. Et donc, la post-production, il y a l'expression, je pensais qu'on s'en était débarrassé, mais ça s'appelait « fix it in post ». Still fixing it in post. C'est dommage. Alors, on a vu tout à l'heure deux caméras parallèles. C'est les systèmes les plus conventionnels. On le fait en photographie, mais on a aussi des systèmes avec ce qu'on appelle un beam splitter. J'utilise le terme anglais parce que y a-t-il quelqu'un qui a un terme français qui est acceptable pour un beam splitter? Non, hein? OK. Oui? Non? Personne? OK. Alors, on remarque que ce n'est pas jeune, hein? 1954. Et ce n'était pas le premier. Alors, cette notion de tourner à travers un miroir qui est semi-argenté permet donc de superposer deux caméras. Ce que ça fait, c'est que ça me permet, avant, mes deux caméras étaient une à côté de l'autre et je variais l'interoculaire, mais dès que je faisais de la convergence, j'avais des problèmes de keystone et le reste. Tandis qu'avec ce mécanisme-là, j'ai un peu plus de latitude pour faire justement varier mon interoculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux tourner, j'ai une plus grande plage de travail pour tourner. Je peux tourner plus près de mes sujets sans avoir nécessairement à faire une convergence trop exagérée. Et j'ai beaucoup plus de contrôle sur les caméras. Elles sont beaucoup plus faciles à manier. Ici, on voyait un rig. Un rig. Ça, c'est comme beam splitter. Car là, il y a deux termes en anglais qui sont intraductibles, les rigs et les beam splitters. Généralement, c'est des rigs beam splitter. Alors, on voit ici, justement, des Alexa. Ce rig-là est fait à Toronto par le représentant de Harry au Canada, Sébastien Lafou. Il y a une petite compagnie on the side. Et il fait ce rig-là qui est en fibre de verre. C'est pas petit, hein? Alors, tourner à l'épaule avec ça, pas évident. Pas évident. Mais il y en a des petits, comme celui-là. Petits, tout est relatif, naturellement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, Cameron avait passé à David Letterman, je pense, ou à Jay Leno, une émission quelconque, puis il était arrivé avec son rig et on disait, tu ne fais pas la journée avec ça, c'est pas vrai. Mais on voit que c'est faisable. C'est faisable de produire avec des beam splitters sur le terrain. Et c'est fort intéressant parce que dans ce cas-ci, on a ce qui rend le football, le soccer, le basketball, ou tous ces sports-là intéressants, c'est quand on peut s'approcher des joueurs et de vraiment sentir l'action, la vitesse, alors tous les phénomènes. Et la capacité de se rapprocher, de travailler avec ces caméras-là devient essentielle. Mais il faut peser au moins 195 livres. Oui?
Lui, il y en a un, c'est-à-dire qu'il travaille avec un, mais il y a un deuxième quand même pour vérifier des choses. Lui, il travaille avec un seul. Il n'a pas besoin de travailler avec les deux. Non. C'est clair qu'il ne sort pas de la boîte puis il ne va pas tourner, on se comprend. Il y a tout un alignement à faire. Il y a beaucoup de tests à faire, mais on va voir tout à l'heure qu'on a commencé à automatiser ces procédés-là. D'ailleurs, le sport en direct est probablement va être probablement le client privilégié qui va peut-être faire avancer les choses, en tout cas en ce qui concerne la télévision. Le cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez mature. On choisit les projets. C'est des projets généralement à assez gros budget. On a tourné ici au printemps un film d'horreur qui s'appelle Hidden en 3D, en stéréoscopie. On a utilisé un rig. En fait, on a utilisé des caméras parallèles et des caméras sur rig. C'est des caméras Sony F23 sur un rig, un Swiss rig, qui ressemble à celui qu'on vient de voir. Mais c'est gros, c'est volumineux. Et c'est sûr qu'en cinéma, quand tu as le temps de faire ton setup, d'aligner ton monde, le comédien va de là à là. Mais faire du direct avec ces trucs-là, on oublie ça. C'est impensable. Alors, on a donc des mécanismes qu'on a commencé à développer. Sony, le Fraunhofer Institute en Allemagne et quelques autres compagnies ont maintenant des caméras qu'on peut mettre sur des jibs, des grues et qu'on peut contrôler à distance. On voit ici, donc, c'est le même setup ici qui démontre que c'est relativement portable. On le voit ici aussi sur une tête robotisée qui nous permet d'avoir des... mais ça veut dire qu'on double le nombre de caméras là, pour faire une partie de baseball. Il faut savoir qu'au Centre Bell, quand on fait une partie de hockey, on a un minimum de entre 9 et 11 caméras, sans compter les caméras qu'il y a dans les filets ou certaines caméras RF. Pour faire, si je voulais le faire en 3D, 20 quelques caméras. Le gars ou la fille sur le CCU, là, ça va vite, ça. Mais le problème, c'est le coût. Un mobile qui est capable d'accueillir autant de caméras, il n'y en a pas des tonnes. Optical Axis Correction, Positioning Correction, Rotational Correction. Une belle petite boîte, MPE 200, c'est un produit que Sony a justement développé, a introduit au NAB cette année, qui est un ordinateur qui peut contrôler 3 paires de caméras en même temps et qui arrive justement à faire toutes ces corrections-là et quelques autres en temps réel et analyser l'image et être capable de maintenir justement les paramètres que le stéréographe ou le réalisateur ou autre a choisi d'utiliser pour chacune des paires de caméras. Il y a des outils de monitoring, il y a des moniteurs avec des images qui nous permettent graphiquement et visuellement de faire certaines corrections, ou du moins de démontrer où ça peut flancher, où l'image a un problème. L'ordinateur peut être sur le pilote automatique, mais on peut aussi le manipuler pour justement améliorer le résultat des images. Mais encore là, c'est pour du live. Alors, c'est clair que du cinéma traditionnel, de la télévision, c'est 2 business différentes, c'est 2 façons de faire différentes qui répondent aux mêmes critères, aux mêmes problèmes, aux mêmes exigences. C'est juste dans certains cas, dans le cas du live, je n'ai pas le temps de m'attarder très, très longtemps. Alors, la diffusion, une fois qu'on a tourné, comment on projette les images, vous allez voir ce genre de truc-là tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de diffusion qu'on appelle frame compatible. Donc, on prend une image gauche, HD, on prend une image droite, on les passe par un multiplexeur, puis on fait juste squeezer les images, et quand ça arrive sur le téléviseur est capable, donc, de me redonner ces 2 images-là de façon distincte. Et là, mais les affiche comment? On va voir ce soir, on a un moniteur 3D ici de Panasonic qui fonctionne avec des lunettes qu'on appelle actives. Alors, je pense que c'est là. Alors, voilà, c'est ça. Alors, donc, pardon? Oh, you've got a passive one. Oh, nice. Oh, I thought you had only active stuff. Oh, I see. OK. Well, you'll explain that. OK, parfait. Alors, il va tout vous expliquer. Panasonic ont les 2. Et les autres marques aussi.
Je vous en montre deux exemples. Alors, les lunettes passives, c'est justement la version pauvre. Quand je dis pauvre, c'est-à-dire qu'elle est économique pour le consommateur. Des lunettes à 3 piastres, des lunettes à 5 piastres, des lunettes en plastique. Okay? L'alternative, c'est ce qu'on appelle les lunettes actives. Alors, dans le cas des lunettes passives, ce que l'écran fait, c'est qu'on polarise chacune des lignes vidéo de notre moniteur et on met un petit écran polarisant devant qui est polarisé de façon circulaire. On est familier avec la polarisation horizontale ou verticale, mais on a trouvé une façon de polariser de façon circulaire, ce qui fait que quand tu fais ça de même, tu ne perds pas la polarisation. Alors donc, tu peux tourner ta tête et tu vas quand même garder, chacun des deux yeux va garder sa polarisation qui lui est unique. Ça veut dire que dans un cas, on polarise vers la droite, dans l'autre cas, on polarise vers la gauche. Et les lunettes sont fabriquées aussi de façon à ce que la vitre gauche et droite est polarisée dans la direction qu'on veut. Alors, quand on regarde un écran comme celui-là, effectivement, c'est ce qu'on a. On prend le décodeur prend l'image de gauche et il les affiche seulement sur les images qui sont sur les lignes de gauche, qui sont sur les lignes qui sont polarisées pour la gauche, et le droite affiche l'image sur l'autre. On se retrouve donc avec un phénomène où on a perdu de la résolution. On a moins de lignes, on reste avec 1920, on a 1080 lignes de haut. Le problème, c'est que comme j'en prends une pour la gauche, une pour la droite, bien effectivement, la résolution finale, ultime, est diminuée d'autant. Le fait d'avoir squeezé l'image, ça n'enlève rien à la résolution horizontale, elle demeure. Il y a d'autres mécanismes d'encodage. Il y en a que c'est des images une à côté de l'autre. Des fois, c'est des images une au-dessus de l'autre qui vont entraîner d'autres formes de perte de résolution. À ce moment-là, elles seront une perte de résolution horizontale et non pas verticale. Mais regarde, il y a 50 façons de le faire. Et peut-être que David va pouvoir vous le démontrer davantage. Les lunettes actives fonctionnent par alternance. Donc, avec les lunettes actives, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des images complètes. Je n'ai pas besoin de mettre mes images côte à côte. Je serais capable d'envoyer, si j'avais une bande passante suffisante, un canal qui est capable de transporter 1080 lignes, comme elles sont 30 images chacune à la seconde, j'en ai 2 à envoyer, donc j'ai besoin d'un minimum de 60 Hz. Et donc, avec 60 Hz, je suis capable d'envoyer 2 fois 30 Hz et alterner. Des fois, c'est l'image droite, des fois, c'est l'image gauche. Et il y a un émetteur dans le téléviseur qui émet des ondes infrarouges ou autres qui sont captées par les lunettes. Donc, ce sont des lunettes assez coûteuses. On parle d'à peu près entre 150 et 250 $ la paire. Et elles sont équipées avec un récepteur, une petite batterie, et les verres se polarisent très rapidement, donc deviennent polarisés pour la gauche ou pour la droite, et ils alternent d'un à l'autre en synchronisme avec la transmission ou l'affichage qu'il y a sur l'écran plasma ou l'écran qu'on emploie. Alors ça, c'est Frame Alternate et c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle conserve toute la résolution originale de l'image. Mais ce soir, vous allez avoir le plaisir de voir en anaglyphe. Et ça, c'est vraiment la forme la plus antique de faire du 3D ou de faire de la stéréoscopie. On est tous familiers avec les petites lunettes en carton, mais il y a maintenant des lunettes en plastique qu'on peut obtenir. C'est ce que j'appelle le 3D du pauvre. Mais c'est fort pratique parce que sur un plateau de tournage ou quand on travaille avec nos caméras, souvent, ça demande des moniteurs spéciaux, des équipements spéciaux pour pouvoir visionner ces trucs-là. Ça, j'ai 2 images, une bleue et une rouge, ou une ambre et une espèce de cyan, dépendamment de la technique qu'on emploie. Ça donne un rendu. Le rendu de la couleur n'est pas fameux, mais ça me permet de voir très rapidement et sans moyens exorbitants l'effet 3D que je vais produire. Donc, sur le tournage, c'est souvent employé. Alors, je ne le dénigre pas, mais c'est quand même une vieille technologie. C'est sûr que pour les consommateurs, c'est bon. Radio-Canada, non, pas Radio-Canada, CBC
a diffusé il y a 2 semaines un documentaire qui avait été tourné ici lorsque la reine nous a visités en 1953. Et le réalisateur, le producteur de ce documentaire-là a choisi de retourner la reine lorsqu'elle est venue l'an passé ou l'été passé. Elle n'est pas venue au Québec, mais elle est venue ailleurs au Canada. Et ils l'ont suivi à quelques endroits et ils l'ont tourné en 3D. Et ils ont montré justement les différences dans le documentaire. Et pour pouvoir le diffuser sur le réseau CBC, CBC n'avait pas la capacité de faire de la diffusion en frame alternate ou en frame compatible, comme on a vu tout à l'heure. Et la seule façon qui est absolument universelle, c'est de mettre des images anaglyphes en ondes. Et là, il disait aux gens, mettez vos lunettes, enlevez vos lunettes, mettez vos lunettes, enlevez vos lunettes. Alors, au commercial, c'était clair qu'il fallait enlever les lunettes. Et pendant le film, il fallait remettre les lunettes. Intéressant. C'est un bel apprentissage. C'est une belle façon de voir, justement, les choses. Alors, en conclusion, l'avenir du 3D, il passe par où? Le contenu. S'il n'y a pas de contenu, ça me donne quoi? Le jeu vidéo est probablement une des premières frontières qui va être rapidement franchie parce que les barrières à l'entrée pour faire du 3D en jeu vidéo ne sont pas très élevées. On peut s'acheter une carte graphique de NVIDIA pour faire du jeu en 3D. On s'installe avec des lunettes devant notre moniteur et pour un investissement minimal, on est prêt à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le jeu, le phénomène de la perspective et du relief amplifie l'aspect interactif du jeu. On participe mieux, on perçoit bien les choses, c'est beaucoup plus naturel. Et ça va être un atout sûrement pour les gamers. Mais c'est quand même une niche. C'est pas un marché qui est exorbitant. Et pour rejoindre plus de monde, là, ça va prendre du contenu. Alors, 1 ou 2 films en 3D par année, c'est pas assez pour satisfaire un appétit grandissant autant des télédiffuseurs. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, que le sport va être la première frontière qui va être franchie par les télédiffuseurs. Mais retenez pas votre souffle. Il va y avoir 2 parties en 3D de hockey cette année à Radio-Canada. Alors, si vous n'êtes pas un fan de hockey, manquez au moins pas ces 2-là. Ça ne sert à rien de poser des questions. Ils vont avoir plein de réponses. Mais si vous en avez, je suis prêt à répondre. Ça me fait plaisir. Pour moi, c'est fini. Regardez, c'est la preuve. Oui. Non, non.